Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire qui est organisé par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Donc, aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'en apprendre davantage sur les capacités des organisations de santé publique à agir sur les politiques publiques favorables à la santé, donc les PPFS. Donc, avant d'introduire la présentation, je veux juste faire un certain nombre de précisions. Donc, sur la boîte questions et réponses et la boîte de dialogue. Donc, pour la boîte de questions et réponses, vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions. Vous pouvez le faire aussi pendant le webinaire et nous aurons une période de questions-réponses d'environ 15 minutes à la fin de la présentation. Donc, il y aura aussi une série de questions qui vous seront adressées dans la boîte de questions et réponses à chaque fin de présentation, parce qu'on va avoir 3 présentations aujourd'hui. Et vous pourrez voter pour là ou les questions que vous souhaiterez voir posées. Pour ce qui est de la boîte de discussion, elle nous sert surtout à vous pouvez l'utiliser pour nous informer des problèmes techniques que vous rencontrez ou partager vos commentaires avec tout le monde. Le webinaire sera enregistré, incluant les échanges dans les boîtes de discussion, mais la période de questions à la fin ne sera pas enregistrée. L'enregistrement sera rendu disponible en ligne sur notre site internet et également, si ce serait possible pour vous, ça serait très apprécié que vous puissiez remplir le formulaire d'évaluation qui sera partagé à la fin du webinaire et envoyé par courriel. Ça nous permet d'avoir un certain nombre de rétroactions pour améliorer nos webinaires futurs. Donc, on vous remercie d'avance. Donc, ce webinaire, il est présenté par le CCNPPS. Notre mandat est de... Est-ce que tu peux me passer? Ouais, merci. Notre mandat, il est de soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts pour développer et promouvoir les politiques publiques favorables à la santé. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez une description de notre organisation dans la boîte de chat. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais effectuer quand même une reconnaissance territoriale puisque nous sommes basés à Montréal. Et donc, en étant à Montréal, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Ganyangehaka de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Que peuvent faire les organisations de santé publique pour agir sur les politiques publiques favorables à la santé? Donc ce sujet, il est particulièrement important car les politiques publiques favorables à la santé, donc les PPFS, sont essentielles pour promouvoir à la fois le bien-être et la santé de la population. Donc pour aborder ce thème, nous aurons 3 présentations. D'abord, avec mon collègue Martin Renaud, conseiller scientifique spécialisé au CCNPPS et moi-même, Laure Baglinière, également conseillère scientifique spécialisée au CCNPPS, nous vous présenterons un aperçu des résultats de notre analyse de la littérature qui visait à identifier les stratégies et outils utilisés par les organisations de santé publique pour agir sur les PPFS. Et ensuite, après avoir présenté notre analyse, nos invités seront les suivantes, Maude Chapados et René Saintonge, qui nous partageront leur expérience pratique et expertise sur le sujet. Maude Chapados est conseillère cadre en politique publique au sein de l'unité Affaires publiques, communication et transfert des connaissances à l'Institut national de santé publique du Québec. Sa présentation s'intitule Agir sur les politiques publiques favorables à la santé. Renée Saintonge est directrice des services stratégiques et du savoir à Santé publique Sudbury et District. Le thème de sa présentation porte sur les capacités d'agir des organismes sur les politiques publiques favorables à la santé, avec des exemples d'un bureau de santé local en Ontario. Donc, pour débuter, nous allons vous présenter l'aperçu des résultats que nous avons fait d'une analyse de la littérature que nous avons menée sur les capacités des organisations de santé publique à agir sur les politiques publiques favorables à la santé. Je vais d'abord brièvement vous parler du contexte et des objectifs de notre analyse, de la méthodologie employée et du cadre d'analyse que nous avons utilisé. Et ensuite, mon collègue Martin Renaud vous présentera les principales stratégies qui ont été identifiées dans le cadre de notre travail. Donc, dans le cadre du contexte et des objectifs, alors,
Pour le contexte, pour rappel, je veux juste faire un rappel assez bref. Les PPFS, donc les politiques publiques favorables à la santé, ce sont des politiques qui habituellement débordent le cadre du secteur de la santé, mais qui peuvent néanmoins apporter des avantages pour la santé de la population tout en poursuivant d'autres objectifs. Donc, par exemple, les politiques de logement social ou d'apaisement de la circulation sont des exemples de PPFS. Donc, on sait que l'adoption et la mise en œuvre de PPFS, ce sont des priorités qui sont essentielles, que ce soit au Canada et à l'étranger. Et bien que l'importance de ces politiques pour la santé publique soit largement reconnue, peu de recherches ont finalement documenté les actions concrètes qui étaient entreprises par les organisations de santé publique pour promouvoir ce type de politique, alors même que finalement ces organisations sont des actrices clés dans ce cadre. Donc notre travail visait donc avait surtout deux objectifs. Le premier, c'était de répertorier et catégoriser les stratégies mises en place par les organisations au Canada et à l'international. Et le deuxième objectif était tout simplement de fournir des informations pouvant être partagées entre les organisations qui souhaitent renforcer leur capacité d'action dans ce domaine. Donc, le but de notre analyse était d'avoir une analyse structurée finalement et d'obtenir un portrait des stratégies et des outils que les organisations utilisaient pour agir sur les PPFS. Donc, concernant notre méthodologie, alors l'analyse, je veux tout simplement souligner que l'analyse était exploratoire et reposait en fait sur une approche qualitative. Donc, pour réaliser cette analyse, nous avons utilisé des mots-clés prédéfinis dans des bases de données sur les actions menées pour promouvoir les PPFS par les organisations de santé publique. Donc, cette recherche a été combinée aussi à un échantillage en boule de neige, ce qui nous a permis de sélectionner 106 articles de 2004 à 2022. Ces articles ont ensuite été analysés pour identifier, classer les différentes stratégies. Cette approche qualitative nous a aussi permis d'explorer une large gamme de stratégies en intégrant des exemples de contextes canadiens et internationaux. En mettant l'accent finalement sur la littérature, on garantissait qu'on avait une base théorique assez solide, tout en fournissant des conseils pratiques grâce aux exemples qui étaient inclus. Concernant le cadre d'analyse que nous avons utilisé, donc pour catégoriser les stratégies, nous avons utilisé le modèle des capacités de santé publique d'Alutis et autres. Ce modèle a été choisi car il intégrait finalement un certain nombre de dimensions récurrentes provenant de cadres existants liés aux capacités de santé publique. Donc ce cadre, il peut aussi être utilisé pour soutenir la mise en œuvre d'un processus de cartographie des capacités. Donc le cadre a été adopté pour répondre à l'objectif de notre étude, bien sûr, en se concentrant spécifiquement sur les capacités organisationnelles et les PPFS. Donc, on a identifié 5 dimensions clés que vous pouvez voir à l'écran: les partenariats, la structure organisationnelle et les ressources, la main-d'œuvre, le développement des connaissances et pour finir, le leadership et la gouvernance. Donc, juste pour préciser la pertinence du cadre, en fait, ce cadre nous a surtout permis d'adopter une approche structurée pour collecter et classer les stratégies et ainsi cartographier les capacités organisationnelles nécessaires pour agir efficacement sur les PPFS. Et donc, en nous concentrant sur ces 5 dimensions, on aborde finalement les différentes facettes des exigences organisationnelles pour agir dans ce domaine. Cette cartographie des capacités permet non seulement de mieux définir les actions des organisations de santé publique, mais surtout, en fait, permet aussi de faciliter la communication de nos résultats à ces organisations et à leurs partenaires dans le but finalement de renforcer les capacités, que ce soit de plaidoyer ou autres, et de mise en œuvre de ces politiques. Donc, pour terminer, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue pour qu'il présente les dimensions, les principales stratégies qui ont été identifiées dans le cadre de notre travail. Bonjour tout le monde. J'ai un petit problème avec le PowerPoint. Voilà. Donc, merci beaucoup, Laure. Donc, de mon côté, je vais survoler les 5 dimensions de notre analyse pour vous présenter les différentes stratégies que nous avons identifiées dans la littérature. Pour permettre à Maude et à René d'avoir suffisamment de temps pour leur présentation, je vais sauter quelques-unes des stratégies, mais elles apparaissent tout de même dans les diapositives.
Donc, la première dimension, partenariat, nous avons recensé 5 stratégies que les organisations de santé publique peuvent utiliser pour renforcer leur capacité d'action. Donc, la première, inventorier et cartographier l'écosystème des acteurs. Donc, cette stratégie vise à identifier et à mieux connaître les acteurs impliqués ou potentiellement impliqués autour d'une problématique pour comprendre leurs besoins, leurs perspectives et aussi les interactions entre ces différents acteurs. Donc, de connaître l'écosystème des acteurs impliqués facilite grandement le développement de partenariats et évidemment, surtout ceux axés sur les PPFS. Deuxième stratégie, participer à des espaces de collaboration ou en créer. Ici, on parle de réseaux, de communautés de pratique ou encore de coalitions qui peuvent faciliter le partage d'informations, le développement de relations entre les acteurs ou même la progression concrète de politiques publiques favorables à la santé. Troisièmement, maintenir des liens continus avec des acteurs extérieurs à la santé publique. Donc, de nombreux auteurs ont souligné que des collaborations à long terme fondées sur la confiance et une bonne compréhension mutuelle favorisent grandement la mise en œuvre des PPFS. Donc, maintenir des relations, même en l'absence de projets ou de politiques spécifiques, peut être considéré comme un investissement utile de temps et de ressources. Donc, en d'autres termes, on parle d'établir des relations sur le long terme, de les maintenir pour être prêt lorsque des opportunités apparaissent. Finalement, pour cette dimension, prioriser les approches participatives. Donc, on parle d'impliquer tous les acteurs à chaque étape d'un projet, donc en leur donnant une voix, en s'assurant que leurs perspectives et leurs connaissances soient présentes dès le début des discussions. Et ça, c'est particulièrement pertinent pour les groupes et les communautés marginalisées. Donc, en faisant ça, on améliore à la fois l'équité dans les processus de mise en œuvre, mais aussi on s'assure que les PPFS soient de qualité et aient un impact puisqu'elles sont ciblées puis répondent aux besoins des différentes parties prenantes. Donc, deuxième dimension, structure et ressources organisationnelles. Ici, nous avons identifié 2 stratégies. Donc, la première, créer des équipes ou des postes dédiés aux PPFS. Donc, comme les PPFS impliquent souvent un engagement à long terme et que leurs bénéfices sont parfois difficiles à quantifier, la mise en place d'une équipe dédiée limite le risque que les ressources soient réaffectées à des priorités plus à court terme. En plus, des équipes dédiées peuvent faciliter le travail multidisciplinaire en rassemblant des compétences et des expertises variées au sein d'une organisation. Aussi, promouvoir un financement pérenne. Donc, dans la littérature, de nombreuses références pointent à la fois au financement insuffisant et à l'incertitude quant à la pérennité des fonds comme obstacle pour les PPFS. Par exemple, on parle de la nécessité de faire des demandes de financement à répétition ou l'incertitude d'avoir des fonds dans les années subséquentes. Donc, ici, le point, c'est que la prévisibilité du financement semble être aussi important que le montant en tant que tel euh, pour travailler sur les PPFS. Donc, troisième dimension, la main-d'œuvre. Donc, je vais mentionner 2 stratégies identifiées ici. La première est de cartographier des acteurs au sein même des organisations. Donc, de manière similaire à la cartographie de l'écosystème des acteurs autour d'un enjeu que j'ai mentionné il y a quelques minutes, cette stratégie permet d'identifier les expertises existantes au sein d'une organisation, en favorisant ainsi le développement de nouvelles collaborations ou la valorisation de compétences, de connaissances ou d'expertises qui sont présentes dans différentes disciplines et qui peuvent être utiles au PPFS. Évidemment, cette idée de cartographier les acteurs au sein d'une organisation est particulièrement utile pour les grandes organisations qui ont différentes équipes, plusieurs départements, etc. Deuxième stratégie, soutenir les initiatives de décloisonnement au sein des organisations. Décloisonnement, c'est la traduction que nous avons trouvée pour boundary spanning. Donc, il s'agit ici de briser le travail en silo au sein des organisations
en allouant des ressources humaines ou en créant des espaces collaboratifs pour faciliter la collaboration entre différentes équipes, entre différentes expertises, qui est, comme vous le savez, un élément central pour le travail sur les PPF. Quatrième dimension, le développement des connaissances. Ici, nous avons trouvé plusieurs stratégies, donc nous en nommons quelques-unes. Donc, premièrement, recueillir des données locales pour l'avancement des VPFS. Donc, les données locales peuvent jouer un rôle crucial pour convaincre les acteurs municipaux, les communautés locales, donc les acteurs qui sont vraiment actifs sur le terrain. Parfois, les données locales sont plus convaincantes pour ces acteurs que les informations plus générales. Donc, on parle de données, par exemple, sur un quartier en particulier, sur une région ou une municipalité qui va informer ces différents acteurs. Deuxième stratégie, utiliser des indicateurs pertinents pour tirer parti des données en faveur des PPFS. Donc, les indicateurs permettent de regrouper et de simplifier les données. Donc, de cette façon-là, on permet une compréhension plus claire des enjeux et même des actions possibles pour les différents acteurs concernés. Ensuite, rendre accessibles et utilisables les données et les connaissances de santé publique en faveur des PPFS. Ici, on réfère aux connaissances qu'a la santé publique, les données concrètes qui leur sont disponibles. Donc, si ces données-là sont rendues accessibles et qu'elles peuvent être utilisées par d'autres acteurs ou par d'autres secteurs pour travailler sur des enjeux d'équité et promouvoir les PPFS sous une autre perspective. Donc, de permettre à d'autres acteurs d'utiliser cette connaissance-là dans leur propre travail. Finalement, l'autre stratégie, développer des outils pour d'autres acteurs afin de promouvoir les PPFS est reliée à celle que je viens de mentionner. Donc, on parle de mettre à profit l'expertise en santé publique pour créer, par exemple, des guides, des outils d'analyse spécifiquement pour des acteurs dans d'autres secteurs ou d'autres acteurs. Donc, on leur offre un soutien, on leur donne des outils que ces acteurs-là vont pouvoir mettre à profit dans leur propre travail, dans leur propre secteur et ainsi faire avancer les PPFS. La dernière dimension que je vais aborder, donc le leadership et la gouvernance. La première stratégie est de prioriser l'équité en santé dans la gouvernance des organisations. Ici, on parle simplement d'énoncer explicitement l'équité en santé comme une priorité d'une organisation. De faire ça, d'être explicite, peut faciliter l'attribution des ressources et encourager les professionnels qui travaillent sur les PPFS à prendre des initiatives, à innover, puisqu'ils vont sentir l'appui de leur organisation. Deuxièmement, clarifier les rôles de la santé publique en matière de gouvernance. Donc, on le sait que les PPFS touchent des enjeux et des acteurs qui dépassent la sphère d'action traditionnelle de la santé publique. Donc, en clarifiant ce qu'une organisation se donne comme mission, qu'est-ce qu'elle va faire ou ne pas faire, ça peut aider les membres de cette organisation-là à mieux prioriser et à faire preuve de créativité en sachant exactement où ils peuvent se situer en lien avec les PPFS. Et dernière stratégie que je vais mentionner, valoriser le rôle de plaidoyer de la santé publique. Le plaidoyer pour des organisations de santé publique peut être complexe, ça vient avec des défis, mais dans le cadre de leur mandat et dans certaines limites, les organisations peuvent parfois soutenir publiquement des positions favorables au PPFS. Donc, la santé publique, en fait, bénéficie d'une certaine légitimité dans la sphère publique et sa voix peut faire avancer les PPFS, par exemple en exposant certains enjeux ou même en discutant de solutions qui peuvent être politiques par nature, parfois. Donc, en conclusion, les différentes stratégies que j'ai mentionnées dans les dernières minutes, évidemment, ça a été fait très rapidement, là, montrent qu'il y a quand même des possibilités pour les organisations de prendre action pour renforcer leur capacité pour agir sur les PPFS. Mais évidemment, c'était un survol très rapide. Dans les mois qui s'en viennent, probablement cet hiver,
nous allons publier plus en détail les conclusions de notre travail, donc chacune des stratégies, des exemples et des discussions. Donc, je vous invite de rester à l'affût des publications du CCNPPS si vous voulez plus de détails sur notre travail. Et cette analyse de la littérature nous a aussi amené à nous poser des questions sur comment on pouvait contribuer davantage et aider les organisations à travailler sur leurs capacités. Et selon ce que nous avons trouvé dans la littérature, on s'est rendu compte que il manquait des exemples très concrets, très précis de ce que les organisations font sur le terrain. Donc, la deuxième phase de ce projet, c'est vraiment de faire des études de cas centrées sur les organisations de santé publique pour euh, tirer des leçons de ce qui a été fait, ce qui fonctionne et dans quel contexte. Alors, je vous remercie beaucoup et maintenant, je vais passer la parole à Maude. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Merci à l'équipe du CCNPPS pour m'inviter aujourd'hui pour vous partager l'expérience de l'INSPQ en matière d'action sur les politiques publiques favorables à la santé. Rapidement, un petit plan de la présentation. Je vais, pour m'assurer que tout le monde connaisse bien l'INSPQ et son écosystème, je vais vous en dire en quelques mots en première partie. Ensuite, je vais faire ma lecture en fait de l'évolution du secteur des politiques publiques à l'INSPQ au cours des 15 dernières années en établissant les grandes périodes charnières. Et par la suite, par déformation, écoutez, je vais vous partager quelques réflexions de politologues sur l'action sur les politiques publiques. L'Institut national de santé publique et ses assises légales. Alors, bon, rapidement, l'NSPQ, c'est un organisme dont la mission vise au premier chef à soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec dans sa mission de santé publique. C'est un organisme qui réunit quelques 800 personnes de différents horizons disciplinaires autour d'un même objectif, contribuer à la santé et au mieux-être de la population québécoise, en soutenant toujours le ministre dans sa mission de santé publique. Notre loi constitutive nous prévoit plusieurs responsabilités, notamment celle du développement de connaissances en santé publique, l'information de la population sur son état de santé et bien-être et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'analyse des politiques publiques ayant des impacts sur la santé. Ces responsabilités-là sont exercées en collaboration avec différents partenaires, soit-ils gouvernementaux, canadiens comme étrangers, issus du milieu académique ou également du terrain. L'NSPQ exerce sa mission aussi en misant sur deux éléments particuliers, l'approche transdisciplinaire et également une gamme variée de produits et de services adaptés au public visé. Une approche transdisciplinaire, c'est que on se plaît à dire qu'on est un carrefour d'expertise du laboratoire aux politiques publiques qui nous permet de mettre en commun différentes disciplines, différents regards qui forcent un 360, qui permet d'exposer en fait un espèce de 360 degrés des enjeux de santé publique pour bien documenter l'ampleur du problème, par exemple au Bureau d'information et d'études de santé de la population, mais identifier les populations à risque, mais également les interventions favorables à la santé. Et tout ça en tenant compte des considérations politiques, institutionnelles, éthiques, mais aussi de communication et de transfert de connaissances pour s'assurer d'être bien compris et bien entendu. Et c'est là la clé principale de la contribution de l'NSPQ, c'est quand on est bien entendu et bien compris, bien, il y a, dans le soutien à la prise de décision, on arrive, on l'espère, à réduire l'incertitude. Un autre élément important de notre contexte, c'est l'article 54 de la Loi sur la santé publique, qui est une assise légale des politiques publiques au sein de l'appareil gouvernemental québécois. L'article 54 de la Loi sur la santé publique, rappelons-le, il reconnaît le principe de l'action intersectorielle, donc à savoir que les politiques adoptées par les différents domaines d'action du gouvernement qui peuvent avoir des répercussions, soient-elles directes ou indirectes, sur la santé de la population. L'article 54 octroie des rôles particuliers au ministre de la Santé, donc celui d'abord d'avoir un pouvoir d'initiative pour donner des avis à ses autres collègues des autres ministères afin de promouvoir la santé et le bien-être de la population, mais également, à contrario, le mandat aussi de les soutenir, les autres ministres et ministères et organismes dans l'exercice de leurs responsabilités qui leur incombent, de tenir compte de l'impact de leur projet de loi, de leur politique sur la santé de la population.
C'est certain, l'application de l'article 54 n'est pas simple, mais en fait, c'est à tout le moins un cadre légal qui légitimise de façon synergique le rôle conseil, le rôle d'information de l'NSPQ auprès du ministre de la Santé et également par ricochet auprès des autres décideurs gouvernementaux. Maintenant qu'on connaît ces éléments de contexte-là, je veux vous partager les grands moments, d'après moi, qui ont institutionnalisé l'intérêt et toute l'évolution du secteur des politiques publiques favorables à la santé à l'NSPQ. L'intérêt pour les politiques publiques, en fait, a toujours existé. Il est porté par les différentes directions en vertu, justement, du cadre légal de notre mission. Mais le secteur, je dirais, a évolué au cours des 15 dernières années au gré des projets gouvernementaux, notamment, on le verra, la politique gouvernementale de prévention en santé qui fournira une impulsion, mais également au déploiement du secteur politique publique en particulier à l'intérieur même de l'NSPQ et de la consolidation d'une équipe politique publique au sein de l'unité d'affaires publiques qui a été constituée suite à la pandémie. Donc, il me semble important de rappeler cet élément-là, de refaire ce survol historique avec vous de la progression du secteur, parce que c'est l'institutionnalisation, en fait, de l'expertise de politique publique. Parce qu'intervenir et agir sur les politiques publiques, en fait, c'est pas que faire des plaidoyer public avec des données probantes. Ça implique de l'analyse politique, de l'analyse stratégique, ça implique également de la diplomatie, tant à l'externe de l'organisation, mais parfois même à l'intérieur même d'une organisation, parce que l'interdisciplinarité implique une mise en commun de savoir et des réflexions. Donc, des fois, ça peut être très confrontant. Et également, ça implique également de la prise en compte des différents savoirs, les savoirs expérientiels, la concertation, la communication également. Donc, c'est des éléments qui, je crois, sont importants d'en rendre compte aujourd'hui. Alors, si on commence, la première phase que je qualifierais de fondatrice, c'est en fait, il y a différentes ententes qui lient les services, les différents travaux des différentes équipes de l'INSPQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais il y a un levier d'intérêt pour nous, pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'entente sur les politiques publiques favorables à la santé, qui depuis plus de 15 ans prévoit une gamme de différents produits et services pour supporter le ministère dans la mise en œuvre de l'article 54 et par extension son réseau de ministères et organismes partenaires et mobilisés dans l'élaboration des politiques publiques favorables à la santé. En vertu de cette entente, l'Institut a produit plusieurs rapports sur des enjeux tout à fait diversifiés. Par exemple, la conciliation famille-travail, il y a eu le cellulaire au volant et la sécurité routière, il y a eu la gestion des pesticides, la santé dans toutes les politiques. Et à chaque fois, le choix des sujets des publications était fait en fonction de leur utilité décisionnelle, de leur potentiel d'influence sur les politiques gouvernementales qui étaient à venir. On a également produit, et en fait, on le produit toujours, un bulletin de veille politique publique et santé. On s'est également investi dans les démarches d'évaluation d'impact sur la santé, que ce soit en faisant de la formation, de l'expertise conseil direct auprès de l'équipe ministérielle responsable de l'application de l'article 54 ou en faisant la promotion de la pratique. Et tout ça également amené à d'autres types d'activités, parfois même d'ailleurs en collaboration avec les collègues du Centre de collaboration nationale, faire de l'animation scientifique d'événements et de développement de compétences. Toute cette mobilisation-là, en fait, dans l'arène gouvernementale, aura comme une espèce d'effet boule de neige. Effectivement, l'aboutissement d'un leadership ministériel combiné au développement du secteur politique publique engagera le Québec dans la mouvance de la santé dans toutes les politiques. Avec l'adoption de la politique gouvernementale de prévention en santé. C'est une politique qui traduit l'engagement de 15 ministères et organismes provenant de différents secteurs d'activité. Ça se décline en 2 plans d'action depuis 2016 et l'NSPQ a collaboré avec son expertise à la production d'une diversité de livrables, de produits et d'expertises qui ont été mobilisés.
mon équipe, l'équipe politique publique a été, par exemple, mobilisée directement en soutien au bureau collaborateur de la le bureau coordonnateur, pardon, de la PGPS au sein du ministère pour sensibiliser les autres ministères et organismes à la prise en compte des inégalités sociales de santé. Par exemple, avec la publication d'un document, Réduire les vulnérabilités et les inégalités sociales, tous ensemble pour la santé et le bien-être. Voilà, c'était son titre. Mais on a également produit des fiches thématiques en matière d'inégalité sociale de santé qui ont servi de balises communes aux discussions interministérielles pour alimenter les réflexions sur le second plan d'action. On a également participer à l'animation de rencontres réflexives entre les différents ministères et organismes partenaires sur des enjeux de public et intersectoriels, par exemple la transition juste, la transformation numérique, les déterminants commerciaux de la santé, et tout ça à chaque fois en gardant en tête l'enjeu des inégalités sociales de santé. Et tout ça pour un objectif aussi qui était sous-jacent, c'était de développer un langage commun entre les différents ministères partenaires et faire privilégier une mise en commun des projets et des outils pour s'assurer d'un meilleur arrimage des actions. Que ce soit par l'entente spécifique ou la PGPS, c'était vraiment un moment qui était impulsé par l'action gouvernementale du Québec. Maintenant, un autre moment jalon, d'après moi, c'est le dossier de la légalisation du cannabis. C'est un autre dossier d'importance d'une grande ampleur qui a forcé à structurer autrement notre action en matière de politique publique au sein même de notre organisation. Donc, c'est vraiment un moment de consolidation organisationnelle. Quand le gouvernement Trudeau a été élu en 2015 avec sa promesse électorale de légaliser le cannabis, il n'y avait pas d'équipe dédiée au dossier du cannabis à l'NSPQ. Donc, ça a été vraiment l'occasion, considérant qu'il y avait tout un régime complet de régulation à déployer, de mettre sur pied une équipe multidisciplinaire aux expertises tout à fait pertinentes et complémentaires pour encore là offrir une lecture 360 degrés du dossier et qui pouvait répondre aux préoccupations et aux questions des trois ministères ici qui étaient principalement concernés et initialement mobilisés, soit le ministère de la Santé, la Sécurité publique et le ministère de la Justice. D'entrée de jeu, l'expertise politique publique, et peut-être pour une fois particulièrement affirmée, était considérée comme incontournable, puis au même titre que les autres expertises de santé publique qui étaient peut-être davantage attendues, comme celle en matière de surveillance de la consommation des substances psychoactives, prévention, réduction des méfaits. Il y a également d'autres disciplines qui ont été mises à contribution. Particulièrement, j'aimerais insister sur la question de toute celle des transferts des connaissances et des communications, dans la mesure où le développement d'une stratégie de valorisation et de transfert des connaissances et de communication stratégique auprès des décideurs et des parties prenantes qui est adapté en fait au processus d'élaboration d'une politique, s'est avéré vraiment incontournable. Parce que dans le contexte de la légalisation, on entrevoyait une véritable joute politique dans un contexte élevé d'incertitude avec tous les ingrédients d'une tempête parfaite pour faire des choix délétères à la santé. Il y avait beaucoup d'intérêts, beaucoup d'acteurs en jeu, notamment commerciaux. Il y avait peu de données probantes. On avançait un peu dans le brouillard. Il n'y avait pas beaucoup de juridictions qui avaient légalisé la substance. Et il y avait tous les enjeux de compétences d'action enchevêtrés entre le fédéral, provincial et les autorités municipales. Donc, à travers tout ça, c'était des enjeux qui nécessitaient une expertise de politique publique, mais bien communiquer les enjeux et de prévoir un plan de communication, de transfert de connaissances adapté pour pas nécessairement homogénéiser les messages, mais plutôt s'assurer qu'ils soient bien harmonisés, bien compris et cohérents autant que possible au sein de la communauté. L'enjeu de la cohérence était tout à fait important, surtout quand on interagit avec des acteurs et des décideurs qui ne connaissaient, qui agissent hors du réseau de santé publique. En fait, les résultats obtenus dans le dossier du régime du cannabis légalisé
qui, au Québec, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, est résolument ancré dans une perspective préventive. Ça va teinter, les résultats de cette expérience-là vont teinter les attentes exprimées par nos différents clients et partenaires. Et rapidement, dans le plan stratégique qui aura suivi la légalisation du cannabis, il y aura une volonté dès la première orientation d'assurer une présence accrue de l'NSPQ dans les lieux décisionnels. Ça va se réaliser à travers deux actions qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Donc, le déploiement d'un mécanisme de vigie des travaux parlementaires et des programmes gouvernementaux pour essayer de déceler les occasions d'influence les plus pertinentes. Et la seconde action, soit l'accompagnement accru aux demandes de soutien des directions régionales de santé publique en évaluation d'impact de la santé, une action qui découle en fait d'une autre mesure qui avait fait l'objet d'un projet pilote dans le cadre de la PGPS. Alors, ça, c'est une phase importante de la consolidation organisationnelle du secteur. Mais cette première orientation, bon, disons-le, sera peut-être le symbole d'un mauvais présage. En fait, l'NSPQ sera propulsé comme jamais dans les lieux décisionnels. En fait, les processus de production et de positionnement stratégique de l'organisation devront être revus avec le contexte de la pandémie et par la création notamment d'une cellule de communication et de valorisation scientifique et également la création de l'unité publique communication, l'unité d'affaires publiques, communication et transfert de connaissances dans laquelle est logée l'équipe affaires institutionnelles, éthique et politique publique que je coordonne. Et tout ce virage-là, dans le contexte de pandémie, se concrétisera également dans le dernier plan stratégique que nous avons adopté, où trop conscient de l'enjeu de désinformation et de la hausse de la demande pour des données et de l'information scientifique rigoureuse et de qualité. Il y a eu un virage, en fait, l'Institut, avec son plan stratégique 2023-2027, veut assumer davantage sa présence auprès du public et de ses partenaires, en favorisant notamment l'accès et le partage de l'ensemble des connaissances dont il dispose. Si on veut un bel exemple d'une initiative qui incarne cette mise à la disposition de l'information en soutien à la prise de décision, c'est l'indicateur de santé publique qui a été rendu disponible sur notre site web en septembre dernier et qui est un site web qui présente de l'offre de l'information synthétisée et adaptée sur l'état de la santé de la population du Québec. Je vous invite à aller le visiter, c'est vraiment chouette, où c'est possible d'avoir des indicateurs paramétrables qui permettent d'apprécier l'évolution temporelle d'une variété d'enjeux de santé publique selon le sexe, l'âge et les régions socio-sanitaires au Québec. Ceci dit, maintenant que je vous ai parlé du contexte et des grandes étapes de consolidation organisationnelle du secteur, en fait, j'aimerais vous partager quelques constats et là, c'est pas je veux pas nécessairement faire de vous des politologues, mais plutôt vous sensibiliser, vous partager certaines réflexions. Ça fait 15 ans que j'œuvre à l'NSPQ et auprès d'acteurs du réseau de la santé publique. Alors, j'aimerais vous sensibiliser à certaines réflexions et vous sensibiliser à la réalité politique, en fait, et l'élaboration des politiques publiques, soit-elle favorable à la santé ou pas. Et ça, j'insiste là-dessus parce que déjà de dire que c'est favorable à la santé, ça implique une posture, ça implique un a priori qui n'est pas nécessairement partagé, disons-le, par nos interlocuteurs. Alors, pour agir sur le politique, d'après moi, bon, il faut minimalement comprendre et s'approprier les théories politiques qui y sont associées. À cet effet, je vous encourage à lire un récent livre produit par Patrick Fafard et ses collègues en accès libre, qui vise justement à essayer de créer des ponts entre la science politique et la santé publique.
Parce qu'en fait, si on peut se demander, considérant les principes vertueux de l'action de santé publique visant à influencer la prise de décision vers des politiques publiques informées par la science, qui privilégient la santé et la justice sociale avant tout, comment s'expliquer, c'est d'après moi la question centrale qui nous anime aujourd'hui, comment s'expliquer que les politiques ne soient pas toujours favorables à la santé? Parfois, on va nous dire, j'entends que le jeu politique interfère avec l'adoption de ce genre de politique basée sur les données probantes. On peut faire valoir, bon, est-ce que les décideurs ne comprennent pas ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Est-ce qu'il y a un agenda caché qui est inspiré par une idéologie particulière? En fait, c'est possible, mais en fait, la science politique va vous démontrer que c'est peut-être pas si simple que ça. Et qu'en fait, l'idéal de politique publique favorable à la santé, ben, dans la pratique, se heurte probablement à différents obstacles qui pondèrent la prise en compte justement de la science par les décideurs et l'appareil gouvernemental. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'une question de manque de volonté. Il y a tous les concepts de rationalité limitée, par exemple, qui peuvent expliquer soit le manque de temps, de ressources et de capacité cognitive des décideurs à intégrer tout l'ensemble des informations qui leur est soumise. Il y a également toute la question du pluralisme. Donc, il faut reconnaître qu'il y a différentes façons de comprendre, d'entrevoir le monde, les enjeux, les problèmes. Il y a différentes valeurs, idéologies. La primauté de la santé, c'est une perspective et les décideurs en côtoient d'autres. Et tout ça, ça amène, il y a d'autres éléments aussi propres à la complexité la complexité et l'incrémentalisme, en fait, c'est le revers d'une même médaille. C'est qu'en fait, la complexité, il y a peut-être une limite au contrôle des décideurs. Le centre de décision, souvent, peut être diffus. Il n'est pas nécessairement limité à un seul lieu. Il y a des grandes orientations qui peuvent être dégagées par les décideurs qui vont dans le sens de ce qu'on souhaite, mais par la suite, il y a la mise en œuvre qui implique d'autres acteurs, issus possiblement de d'autres secteurs. Il y a des institutions existantes avec lesquelles on doit composer, des règles écrites, des règles tacites. En tout cas, alors, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que le processus d'adoption et de mise en œuvre d'une politique est très complexe. Et cette complexité aussi explique en fait qu'il y a une limite au changement et à la transformation des politiques qu'on peut peut-être opérer. Sans dire que le changement est impossible, bien souvent, c'est des petits changements à la marge qui, par une approche incrémentale, vont petit à petit, vont ensemble, au total, peut-être possiblement faire de grands changements. Mais disons que des fois, le navire est difficile à faire tourner. Donc, pour rendre les politiques publiques favorables à la santé, il faut tenir compte de tous ces éléments-là et il faut comprendre et essayer d'embrasser d'une certaine façon la réalité politique, les institutions qui y sont associées pour réconcilier justement les réalités politiques avec les objectifs de santé publique. Et pour ça, c'est quelques stratégies qu'on déploie à l'NSPQ, en fait, c'est l'importance de bien se situer dans le processus d'élaboration des politiques publiques. Les opportunités d'influence, ils dépassent souvent largement les seuls processus de consultation publique ou, par exemple, l'article 54 auquel j'ai référé précédemment. Il y a tout au long de l'élaboration autour des quatre grandes étapes là, qui sont du processus d'élaboration des politiques. Bon, c'est des étapes qui sont pas nécessairement linéaires, mais en tout cas, la mise à l'agenda, l'élaboration d'une politique, les moments de l'adoption, c'est un autre moment, et toute la question de la mise en œuvre et de la rétroaction, de l'évaluation. Tout ça, c'est des moments où on peut intervenir. Et bien se situer dans ce processus, bien, ça permet aussi de mieux adapter ces pratiques pour maximiser les retombées. On ne présente pas un contenu de la même façon à un ministre de la Santé qu'à un comité interministériel, par exemple, ou à des députés en commission parlementaire. On doit adapter nos propos, les livrables, selon qu'on s'adresse à du personnel politique, du personnel issu de la branche administrative, soit-il des professionnels ou des autorités des ministères et autres organismes. Ou par exemple, toute la question des relayeurs aussi, quand on s'adresse au grand public, il faut adapter et il faut adapter notre langage, nos livrables pour se faire comprendre et autant que possible éviter le jargon de santé publique.
Et plus on arrive plus tôt dans le processus, plus on est en mesure de participer au cadrage justement de l'enjeu, du problème et la définition des orientations. Alors, plus on arrive tôt, mieux c'est. C'est pour ça que toutes les activités d'anticipation de veille stratégique, par exemple, peuvent être facilitantes. Un autre élément important, c'est la question, une fois qu'on a l'attention des décideurs, c'est de s'efforcer à décortiquer, décomplexifier les enjeux. En fait, en santé publique, on est bon à identifier l'ensemble des déterminants en cause dans un enjeu complexe, mais en même temps, en présentant ça aux décideurs, ben, parfois, ça les fait contraire de les tétaniser, hein, en fait, tétaniser nos interlocuteurs. Donc, pour ne pas les rendre dans une situation de se sentir écrasé par la complexité de l'action à entreprendre, il est important de prendre l'éléphant par bouchée, en mode solution, avec des objectifs précis d'intervention. Ça peut aussi vouloir dire dégager des options, différentes options, pour lesquelles on peut faire ressortir les avantages et les inconvénients, plutôt que de s'en tenir à une seule recommandation du mur à mur. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement, quand je vous dis dégager différentes options, ce n'est pas l'idée de laisser tomber ou d'aller contre ses objectifs de politique, non, au contraire, mais il faut les préciser et il faut essayer de dégager différentes avenues pour dégager de la marge de manœuvre aux décideurs pour gérer toute cette complexité et ce contexte, le contexte de pluralisme que j'ai évoqué précédemment. Et puis, bien, jamais oublier non plus que même si on arrive en fin du processus de l'élaboration de la politique, bien, qu'on peut semer pour l'avenir, puis se positionner, que ce soit pour la mise en œuvre ou même pour la prochaine politique. D'où l'importance de savoir se renouveler et d'être prêt, en fait, quand les astres s'alignent pour pouvoir influencer le processus décisionnel. Alors voilà, ça fait un tour. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Je vais passer la parole à René. Allô? Je suis incapable d'allumer ma caméra. Voilà. OK, ça fonctionne. Merci tout le monde. Je vais passer à mes diapos. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde et merci à tous de m'avoir invité de venir présenter. Avant de débuter aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour souligner que je fais ma présentation à partir de NSwacomoc, aussi connu sous le nom de Sudbury. Il s'agit du territoire de la Première Nation Atikamek Anishinaabeg et de la Première Nation Wahnapitae. Santé publique et Sudbury et District exercent ses activités dans le cadre du traité Robinson-Huron de 1850 et du traité numéro 9 signé en 1906. Le territoire de Wicquampong demeure non cédé. Miigwech. Donc, un petit aperçu de la présentation. Donc, je vais passer un petit peu de temps juste pour faire une mise en contexte, présenter un peu qui nous sommes. Ensuite, je vais présenter vraiment des exemples locaux, des exemples concrets de notre agence en ce qui a trait au travail qu'on fait pour adresser les politiques favorables à la santé. Les exemples encore plus pointus sur l'équité, le travail d'équité en santé. Ensuite, c'est ça le sommaire, puis les questions. Merci. Donc, pour passer à la mise en contexte, c'est un peu là, avec, voilà. Donc, Santé publique Sudbury et District est une de 34 agences ou bureaux de santé publique locale en Ontario. Puis en Ontario, le système de santé publique est subventionné et financé conjointement par les gouvernements municipaux et provinciaux. Nous sommes à Santé publique Sudbury District régi par un conseil de santé publique autonome qui assume la gouvernance de notre organisme et avec un siège social dans le Grand Sudbury dont j'ai mentionné où moi je suis située.
et 5 bureaux, soit au Grand Sudbury et dans les districts de Sudbury et de Manitoulin. Vous le voyez sur la diapo ici. Nous avons plus de 250 employés qui offrent des programmes et des services de santé publique légiférés par la province. Important aussi à noter que notre zone de service s'étend sur plus de 46 000 km² et dessert plus de 200 000 personnes et 13 Premières Nations sont aussi situées dans notre région. Pour ce qui en est du travail légiféré par Santé publique, donc notre travail est vraiment légiféré par la loi sur la protection et la promotion de la santé. Vous voyez les exemples ici. Et le travail que nous sommes obligés de faire ici en santé publique en Ontario est inscrit dans les normes de santé publique de l'Ontario. Donc, tous les bureaux de santé publique en Ontario doivent respecter ces exigences pour les programmes et services de santé publique. La ligne directrice sur l'équité en santé, dont je vais parler dans un moment, qui fait partie des normes de santé publique, est également utilisée pour établir les exigences relatives au travail en matière d'équité en santé. Puis c'est vraiment un cadre de direction qui est important pour nous, pour vraiment nous donner un peu le cadre qui va gérer le travail qu'on doit faire. Donc, j'ai parlé des normes de santé publique. Dans les normes de santé publique, il y a 4 normes fondamentales, donc les fondements du travail qu'on fait, et 9 normes relatives au programme. Pour ce qui en est des normes fondamentales, je pense que c'est vraiment là où on peut faire le lien avec les politiques publiques favorables à la santé. Donc, évidemment, la norme d'équité en santé dont je vais parler dans un moment. Mais aussi l'évaluation de la santé des populations, donc tous les éléments de données sur la santé des populations qui nous donnent l'information sur la population qu'on dessert et ensuite qui nous aident à prendre des décisions sur les enjeux, puis sur le travail, sur les programmes et services qu'on veut offrir. Il y a aussi la pratique de santé publique efficace, donc évidemment l'utilisation des données probantes, de la recherche, l'évaluation et ainsi de suite. Puis tous les domaines attachés à l'imputabilité, la transparence. Et ensuite, évidemment, la gestion des situations d'urgence qui est un élément clé pour la santé publique. Pour ce qui en est des normes relatives au programme, à l'intérieur de ça, il y a certains domaines qui sont plus prescrits, évidemment, où il y a moins de jeu avec le travail qu'on doit faire. Mais à l'intérieur de ça, puis on peut penser en particulier avec les programmes de promotion de la santé, c'est vraiment en lien avec les besoins de la communauté. Donc, qu'est-ce que les données nous disent? Puis, qu'est-ce que les données probantes nous disent? Qu'est-ce qu'on connaît de la communauté et des besoins dans la communauté qui vont influencer les décisions qu'on peut prendre en ce qui a trait aux programmes et aux services spécifiques. Donc, il y a des paramètres qui sont évidemment notés dans les normes de santé publique, mais à l'intérieur de ça, il y a aussi du jeu. Puis ça, c'est vraiment important. Pour ce qui en est de la norme d'équité en santé, bon, voilà. Donc, c'est une des normes fondamentales, comme noté. Puis, je fais le lien aussi avec la dimension de gouvernance, puis gouvernance vraiment à l'échelle provinciale, dans ce cas-ci, qui mène ensuite à des ressources, puis ça, c'est vraiment important. Donc, il y a à l'intérieur de ça 4 exigences pour les conseils de santé en Ontario. Donc, la question, puis je me répète un peu, mais évaluer la santé des populations locales et en faire un rapport, travailler avec les partenaires pour utiliser cette information-là, modifier et orienter les interventions en santé publique pour réduire les iniquités en santé, s'engager dans une collaboration multisectorielle ou intersectorielle, donc les municipalités, évidemment, et tous les autres parties intéressées pour réduire les inégalités en santé. Et ensuite, participer à l'analyse de l'équité en santé, l'analyse des politiques, l'élaboration des politiques qui s'insèrent vraiment bien dans ce dont on parle aujourd'hui. Puis, ce qui est important ici, c'est que d'avoir cette norme fondamentale ici, ça nous donne aussi des paramètres provinciaux, mais ça nous donne aussi des ressources attachées à ça. Donc, nos budgets sont construits en fonction des normes de la santé publique. Donc,
des exigences soit fondamentales et des exigences des programmes. Et donc, ça nous donne la permission d'ajouter ou d'attacher des ressources à ces normes-là. Puis ça, c'est vraiment important pour nous permettre de faire le travail. Voici des exemples concrets ou quelques exemples concrets. Donc, juste pour faire un rappel, si on parle de la question du fondement des connaissances à la base du travail qui a été fait, ça date quand même d'une quinzaine d'années, mais c'est dans les premiers efforts fondamentaux où nous avons identifié les leviers de santé publique fondés sur des données probantes pour réduire les inéquités sociales en matière de santé. Donc, les 10 pratiques prometteuses pour l'action qui a été élaborée par notre médecin hygiéniste de l'époque, le Dr. Sutcliffe et ses collègues. Donc, ce cadre a vraiment été un fondement pour nous pour ensuite nous mener aux prochaines étapes. C'est certain que, comme je dis, ça date d'une quinzaine d'années. Il y a de nouvelles données probantes, comme ce dont on parle aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui a été utilisé pour être une bonne base pour notre travail. Tout cela a mené à une vision ou l'établissement de l'orientation, donc vraiment encore la question du leadership et de la gouvernance, une vision d'équité en santé pour l'agence, qui est vraiment toute la question de nous donner la permission comme du leadership de s'efforcer d'améliorer la santé globale. Donc, tout le travail qui découle de ça, ça vient vraiment de la vision qui est élaborée ici sur la diapo. Puis aussi la question des plans stratégiques de l'organisme. Donc, depuis vraiment 2002 et très, très directement depuis 2010, il y a mention de la question d'équité en santé dans les plans stratégiques de notre agence. Donc, ça aussi, ça donne un peu comme la base du leadership, du début du conseil de santé, de l'équipe de leadership pour dire que c'est vraiment, vraiment important de pouvoir faire ce travail. Et les ressources sont attachées à ça. Très rapidement, notre plan stratégique, donc notre plus récent plan stratégique, vous allez voir des éléments là-dedans. Évidemment, la vision des communautés plus saines pour tous. La mission de travailler avec les communautés locales pour promouvoir et protéger la santé et prévenir les maladies. Puis, si vous voyez dans les priorités stratégiques qui sont élaborées là, donc la question des possibilités égales d'être en santé, la question de l'excellence en matière de pratique en santé publique, donc vraiment basée sur les connaissances, sur les données probantes, l'importance de vraiment pouvoir réfléchir à ça dans tout le travail qu'on fait ici à l'interne. La question des rapports significatifs des partenariats, je vais parler de quelques exemples tantôt, vraiment critiques au travail qu'on fait ici, on ne peut pas faire ça seul. Et effectivement, la main-d'œuvre saine et résiliente, qui est aussi un élément important. Si on parle ici sur cette diapo, ça représente les structures organisationnelles et les ressources associées qui appuient notre travail dans ce domaine. Donc, vous allez voir, il y a le comité directeur de l'équité en santé. Nous avons aussi un comité directeur des relations avec les Autochtones. Je ne vais pas parler d'exemples spécifiques de ce travail-là, mais il y a quand même beaucoup de travail qui est fait dans notre agence de ce côté-là. Il y a aussi le personnel infirmier, hygiéniste affecté aux déterminants sociaux de la santé. Ça, c'est du financement qui vient directement de la province pour des postes spécifiques au travail affecté aux déterminants sociaux de la santé. Nous avons une équipe d'équité en santé, une équipe multidisciplinaire, une équipe des relations avec les Autochtones. Et depuis quelques années maintenant, assez récent, un sous-comité sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Je vais vous parler un peu du mandat de quelques-uns de ces comités, comme vous allez voir. Donc, le comité directeur d'équité en santé, vous voyez vraiment une opportunité, puis c'est un comité qui comprend des membres de l'équipe de gestion, les membres de l'équipe de la haute gestion, médecins hygiénistes aussi. Donc, vraiment de discuter des stratégies, des initiatives, des politiques que nous avons à l'interne pour adresser les déterminants de la santé et réduire les inéquités en santé. Donc, tout le travail qu'on fait dans ce domaine-là,
et discuter au comité directeur. Donc, c'est vraiment encore la question du leadership, de la gouvernance, un exemple de comment on a l'occasion de faire ça. Assez récemment, nous avons maintenant le sous-comité de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, comme j'ai mentionné. Puis c'est vraiment un comité qui se penche sur principalement les politiques internes que nous avons pour assurer que nous avons un organisme qui est sans biais, qui favorise la création d'un milieu accueillant et inclusif. Donc, politique interne, mais aussi les pratiques, le travail que nous faisons, la planification que nous faisons pour vraiment pouvoir adresser les obstacles systémiques pour les populations, puis d'avoir un organisme qui devient de plus en plus équitable, divers et inclusif. Donc, ça, c'est du travail assez récent. Beaucoup de travail pour faire la révision des politiques. Les politiques de ressources humaines, par exemple, et assurer que nous regardons les politiques avec un œil pour proposer des révisions s'il y a du langage dans les politiques ou des éléments dans les politiques qui ne sont pas nécessairement propices à la diversité et l'inclusion. Je peux passer à la prochaine diapo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avancer la diapo pour moi, s'il vous plaît? Ça ne semble pas fonctionner. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui en est des exemples que je viens de mentionner, juste très rapidement, les éléments facilitateurs. Donc, c'est la motion du Conseil de santé depuis 2005. Encore une fois, ça fait comme presque 20 ans, mais c'est quand même la permission que le Conseil de santé a donnée à l'agence de faire le travail. Le fait qu'on a des conseils, des comités directeurs, la responsabilité qui est communiquée à chaque membre du personnel, comme à l'ensemble des membres du personnel, ce qui touche l'importance de ce travail-là, puis effectivement le plan stratégique que j'ai présenté. Les obstacles, c'est vraiment important de noter que ça nécessite un soutien continu à l'échelle organisationnelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, puis ça se termine demain. C'est vraiment un appui continu qu'on a besoin. Puis vraiment important de se pencher sur l'évolution des travaux du point de vue de l'équité en santé. Donc, le travail a beaucoup changé au fil des années. La prochaine diapo, voilà. Donc là, je vais présenter un exemple d'un projet spécifique pour une communauté spécifique. Donc, un projet qui s'appelle Plus jamais invisible, donc la voix de la communauté queer. C'est un projet de recherche qui a été fait en partenariat avec l'université locale ici, l'université Laurentienne. Puis c'était vraiment un projet où on voulait parler aux membres de la communauté queer pour comprendre quels étaient les enjeux importants pour eux en ce qui a trait à l'accès aux services de santé publique, mais aussi l'accès aux services dans les communautés auprès des agences de santé, des agences sociales. Il y a plusieurs données qui sont sorties de ce projet de recherche-là, puis il y a des histoires numériques qui ont été transmises, donc la page du site web qui est là pour aller voir les histoires numériques, les vidéos. Mais on a entendu que le manque de communauté queer, le sentiment d'isolement social, on a entendu parler du besoin d'espace sûr et inclusif. Les gens nous ont partagé des expériences de violence, d'intimidation, des lacunes dans la prestation des services. Et on a aussi entendu des histoires de résilience et d'autonomisation des gens qui ont participé au projet de recherche. Suite au projet de recherche, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y a des recommandations qui ont été élaborées. Donc, juste pour parler brièvement, donc la question d'amplifier la voix de la population, revoir et modifier les politiques, les procédures, les pratiques organisationnelles, renforcer les capacités à l'interne des employés qui vont offrir des services auprès des membres de la communauté queer, fournir des ressources pour augmenter l'inclusion, augmenter l'appui à la population, promouvoir le soutien et les services en santé mentale et aussi créer des possibilités ou des espaces sûrs
pour promouvoir des liens sociaux parmi la population. Donc, toutes ces recommandations ont été partagées. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À travers des exercices d'échange de connaissances, j'ai mentionné le site web qui comprend les vidéos, un événement public à l'intérieur d'un festival de films et aussi un dialogue avec les partenaires locaux, sachant que tout le monde a un rôle à jouer à adresser les besoins de la communauté. Donc, les recommandations étaient très importantes pour tout le monde. Puis, si on passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît, à l'intérieur de santé publique, nous avons fait, suite aux recommandations de ce projet-là, un perfectionnement professionnel offert par Santé Arc-en-Ciel Ontario. Donc, vous voyez des cours obligatoires pour tout le personnel, certains cours pour des rôles spécifiques qui travaillent de plus près et des cercles de réflexion auprès du personnel. On a appelé ça « What does it all mean ?» Ça veut tout dire quoi pour vous, puis comment est-ce qu'on peut changer notre travail suite aux réflexions et suite à la formation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, suite aux résultats, tout le travail que nous avons fait pour un espace positif ici à Santé publique Sudbury District, donc les affichages un peu partout, la révision des formulaires d'inscription pour les clients, promotion de l'usage des pronoms, contenu de la page web et aussi aller chercher la rétroaction des membres de la clientèle. Donc, ce travail-là a vraiment été important. Puis, toutes les politiques que nous avons développées autour de ça étaient vraiment importantes. Prochaine diapo. Une de nos équipes de programmation, donc l'équipe de famille en santé, a aussi fait beaucoup de travail suite à la formation et suite au cercle de réflexion. Donc, ils ont changé le langage qu'ils utilisent. Vous voyez ici sur la diapo, c'est alimentation des bébés. On change le langage qu'on utilise dans nos cours de parentage. On change le langage qu'on a dans notre site web et ainsi de suite pour être beaucoup plus inclusif. Prochaine diapo, rapidement, des éléments facilitateurs. C'était vraiment l'engagement clair de la haute direction envers l'inclusivité. Donc, il y avait une direction, voilà, il faut faire ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut créer les structures pour appuyer ça? Donc, la création d'un groupe de travail à l'interne, l'engagement de tout le monde vraiment vers la perfection de la main-d'œuvre et encore le plan stratégique. Des obstacles et des défis, ça a été difficile d'établir et d'assurer qu'on puisse mettre en œuvre la formation et assurer de continuer d'offrir la formation au nouveau personnel. Prochaine diapo, merci. Donc, je vais parler rapidement de quelques partenariats. Donc, le travail de l'élaboration de politiques publiques favorables à la santé doit vraiment se faire en partenariat. Le travail que nous faisons ici à Santé publique doit vraiment, vraiment se faire en partenariat. C'est essentiel. Et des partenariats, comme Maud l'a mentionné, intersectoriels, multisectoriels. Donc, un exemple ici, c'est le partenariat local en immigration de Sudbury. Donc, ça vise vraiment l'augmentation de la participation de nouveaux arrivants à l'échelle locale. Et Santé publique, comme partenaire, est là à la table pour offrir des conseils, des commentaires, participer aux discussions, aider à l'élaboration de politiques, faire le lien avec le cadre d'action pour l'équité raciale que nous avons développé il y a quelques ans pour Santé publique Sudbury District. Donc, vraiment important de pouvoir avoir ce genre de partenariat, puis vraiment le va-et-vient, le partage d'informations pour qu'on puisse élaborer des politiques favorables à la santé. Un autre partenariat, c'est le Conseil sur la politique alimentaire du Grand Sudbury. Donc, vraiment, notre objectif ici à la table, c'est de contribuer au financement, de contribuer au développement de demandes de financement, d'être à la table pour assurer que les politiques qui sont développées par le Conseil est en lien avec nos priorités d'amélioration de la santé dans les membres de la communauté.
Donc, c'est vraiment notre objectif de travailler avec les partenaires pour créer le système alimentaire qui est dynamique, équitable et durable pour tout le monde. Et enfin, un dernier partenariat, c'est les comités pour les collectivités amies des aînés. Il y a 3 comités locaux auxquels nous participons comme partenaires. Ça comprend les membres des municipalités, des groupes populaires, des fournisseurs de soins de santé et des aînés bénévoles. Et encore une fois, c'est un environnement où nous pouvons apporter des conseils et travailler ensemble pour développer des environnements sociaux et physiques, des programmes, des politiques et des services inclusifs, accessibles et sûrs. Donc, encore une fois, tout ce travail-là, c'est vraiment le travail de santé publique qui, en amont, la question de la prévention primordiale, donc vraiment de travailler à l'élaboration de politiques favorables et saines. Ça fait partie de beaucoup du travail que nous faisons en partenariat avec plusieurs. Puis ça, c'est juste 3 exemples rapides de partenariats que nous avons. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, si on parle des éléments facilitateurs pour ce qui en est des partenariats, la question de collaboration et soutien continu des organismes, l'intervention et la participation des bénévoles dévoués, comme on sait dans les comités comme dont je viens de parler. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont autour de la table. Puis aussi les réseaux provinciaux de collaboration. Donc, ces comités-là, c'est pas juste à Sudbury qu'il existe des comités. Il y a beaucoup de comités semblables à l'échelle de la province. Donc, si on peut collaborer autant que possible avec d'autres qui font le même travail, on ne veut pas nécessairement réinventer le travail. Obstacles, évidemment, les limites de financement pour les comités comme ces comités locaux. La variété des mandats, puis étant donné que nous, comme agence, nous sommes un peu plus grands, nous sommes à la table, souvent, c'est comme, c'est de regarder à santé publique comment est-ce qu'on peut appuyer davantage et ainsi de suite. Donc, on essaie de vraiment d'être clair dans notre rôle à la table, à ces comités, puis de gérer le bon temps de temps qu'on peut consacrer. C'est certain que c'est important d'être là, mais que ce soit aussi équilibré en termes de contribution. Dernière diapo, merci beaucoup. Donc, juste pour faire un sommaire, puis je sais, j'ai parlé rapidement pour présenter ces exemples, puis c'est vraiment un échantillon d'exemples du travail que nous faisons ici à Santé publique. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments importants. Donc, la question d'avoir les informations, les données probantes, d'avoir l'appui du leadership, d'avoir les obligations dans les normes de santé publique qui sont là pour dire c'est du travail que vous êtes obligé de faire. Donc, en d'autres mots, nous avons la permission de faire ça puis d'allouer des ressources à ce travail-là. Puis c'est du travail qui est un parcours qui s'appuie sur du travail existant, mais qui se modifie et s'adapte au fur et à mesure qu'on avance. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas demeurer stagnant. Il ne faut pas vraiment demeurer à un point où les choses ne changent pas. Il faut toujours demeurer aux aguets de savoir c'est quoi les nouvelles données, c'est quoi les besoins de la communauté, comment est-ce qu'on peut élaborer autant que possible des politiques, puis faire du travail en partenariat pour élaborer des politiques qui sont vraiment en lien pour rencontrer les besoins actuels, puis contribuer à la santé de la population. Beaucoup de travail à faire, à continuer. Comme Maud a mentionné, c'est complexe. Mais c'est du travail qui est, selon nous, en tout cas, vraiment important, puis qu'on veut continuer de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René. Avant de passer à la période de questions, quelques petites précisions. Donc, comme nous avons mentionné en début de ce webinaire, le webinaire est enregistré jusqu'à cette étape-ci. Donc, la période de questions ne sera pas enregistrée. Nous avons quelques minutes
pour répondre à quelques questions. Donc, j'en profite pour remercier nos collaborateurs, donc Maude, René, Laure et aussi l'équipe qui nous soutient, Mylène, Alexandra et Camille.